Constatant que mon parfum préféré se vidait anormalement, j'ai découvert que quelqu'un l'utilisait en cachette chez moi. Pour lui donner une leçon, j'ai modifié le flacon. Sa prochaine vaporisation lui réserve une surprise mémorable. Je m'appelle Louise, et pendant des semaines, je me suis dit que j'imaginais des choses. Le parfum ne s'évapore pas d'un flacon scellé. Certainement pas le Chanel numéro 5, le cadeau d'anniversaire que Marc m'avait offert il y a 6 mois, celui que je rationnais, comme un luxe en temps de guerre. Pourtant, chaque matin, le verre me semblait plus léger dans ma main, comme si une invitée invisible avait empoché mon parfum pendant mon sommeil. Marc se tenait devant la commode, serrant sa cravate bleu marine de grande réunion. Je soulevai le flacon de ma coiffeuse. L'étiquette dorée clignotait. Le liquide ambré non. La moitié du flacon me fixait. La moitié, alors que je l'avais porté peut-être 2 fois depuis l'automne. « Chérie, as-tu vu mon parfum ?» demandai-je, gardant ma voix légère. « Quel parfum ?» dit-il sans se retourner. « Le Chanel, celui que tu m'as offert ?» Il haussa les épaules de cette manière polie et distante qu'il avait perfectionnée. « Pourquoi toucherais-je ton parfum, Louise ?» Dans le miroir, son œil gauche tressaillit, le plus infime tremblement. Je reposai le flacon. Le léger tapotement sur le verre sonna absurdement comme une horloge. Au travail, le malaise m'accompagnait. Une pierre dans ma chaussure que je ne pouvais pas enlever pendant les réunions sur les impressions et le rappel de Marc. Je suis payé pour remarquer les schémas, les pics, les creux, l'anomalie qui suggère une histoire. Toute la journée, je pensais au flacon, à l'angle où je le laissais, à l'ombre qu'il projetait, au poids qu'il devrait avoir dans ma paume. 2 jours plus tard, dans le couloir de notre appartement, Madame Dubois s'arrêta avec son vieux caniche. « Oh, Louise, ton parfum est divin. J'ai senti une bouffée hier après-midi. Ça me ramène à Paris. » « Hier après-midi » répétai-je. « Vers 2 heures, dit-elle joyeusement. Je souris de tout mon visage, sauf mes yeux. « Ça persiste » offris-je. De vieux bâtiments. Le parfum ne persiste pas 6 heures. Je montai le courrier comme de la contrebande. À l'intérieur, l'appartement était rangé, plausible, faux. Le lit était fait, mais pas à notre manière. Je place mon oreiller centré, le bord brodé, embrassant la tête de lit. Mon père était militaire. Je le plie comme une prière. Maintenant, il était décalé d'une demi-main vers la droite, incliné, comme si quelqu'un avait essayé d'imiter mon rituel de mémoire. La couverture était pliée, mais pas en métière. D'une certaine manière, c'était plus fort qu'un cri. Longue journée, appela Marc depuis la salle de bain. La plus longue, répondis-je, touchant la couverture, sentant le fantôme de doigts inconnus dans le tissage. Son téléphone vibra sur la table de nuit et se tut. Dernièrement, il le gardait face contre terre, l'écran verrouillé avec un code qu'il changeait tous les 2 mardis. Il avait l'habitude de faire la sieste avec son téléphone ouvert sur sa poitrine comme un oisillon. Cette nuit-là, j'emportai le flacon à la lampe et traçai un trait de crayon fin à l'endroit où le liquide reposait. Un contrat privé avec moi-même. Pas d'accusation, pas de larmes, juste des données. Si le niveau baissait pendant mon absence, ce ne serait pas mon anxiété. Ce serait la gravité avec un motif. Chorégraphie du matin, toast, café, clé dans le bol. Il m'embrassa l'air près de la joue et dit qu'il serait en retard. Monsieur Duval voulait une autre relecture du rapport trimestriel. Sarah, de la comptabilité, m'avait dit que Monsieur Duval partait à 17h pile pour le football de sa fille. Je rinçai ma tasse et partis. La marque de crayon attendait sur la coiffeuse comme un témoin prêt à témoigner. Le travail me dévora 8 heures. Quand je rentrai à la maison, la cuisine sentait le basilic et l'ail. Marc remuait la sauce et faisait défiler son téléphone de l'autre main. « J'ai pensé te faire une surprise, dit-il. »« Ça sent merveilleusement bon, dis-je, et allai directement à la chambre sous prétexte de me changer. La ligne sur le flacon se trouvait à 1/8 de pouce au-dessus du nouveau niveau de liquide. Pas de l'évaporation, une prise. Pendant le dîner, il me parla du trafic et des budgets et d'une cliente qu'il appelait par son prénom comme si c'était une blague qu'il partageait. « Journée bien remplie ?» demanda-t-il finalement. « Le genre où l'imprimante avale la présentation, dis-je. »« La tienne, de bout en bout, dit-il, faisant tourner des pattes, ne me rencontrant pas du regard. »
Monsieur Duval était-il impressionné? Un muscle tressaillit dans sa joue. Il peut être difficile. Il est parti à 17 heures, dis-je doucement. Il ne m'entendit pas ou fit semblant de ne pas m'entendre, et nous mangeâmes dans un silence qui sonnait comme la neige. Mon corps me réveilla avant l'alarme, comme si la vérité voulait prendre de l'avance. Je soulevai le verre d'eau que Marc avait laissé près de l'évier. Sur le bord, un croissant de couleur, un murmure, attira la lumière. Pas mon rouge vin profond. Corail, le genre qui flatte les peaux claires et les yeux bleus, le genre que je ne porte jamais. Je tins le verre à la fenêtre. Le rouge à lèvres était si pâle qu'il aurait pu être une rumeur. Mais une fois que vous voyez un motif, vous ne pouvez plus le ne pas voir. Les cheveux dans le drain, plus fins, plus pâles que les miens. La couverture mal pliée, l'oreiller incliné, la ligne de parfum qui glissait, polie, implacable, la voisine qui me sentait quand je n'étais pas là. Marc vint derrière moi, son souffle chaud du sommeil. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, avec le genre de soin que l'on donne à un vase fissuré. « Je pensais juste à la journée, » dis-je, posant le verre avec une douceur délibérée pour qu'il ne sonne pas comme une accusation. Il m'embrassa la tempe et alla prendre une douche. J'essuyai le rouge à lèvres du bord. La tache s'étala, la preuve se transformant en ambiguïté sous mon pouce. La panique éclata, puis se calma. Si telle devait être ma vie, 2 ensembles d'empreintes dans une maison avec seulement 2 clés. Je ne resterais pas dans l'embrasure de la porte à discuter avec des ombres. J'allumerais toutes les lumières. Je nommerais ce que je voyais. En sortant, j'ajustai le flacon de parfum de manière à ce que l'étiquette soit tournée vers l'avant, alignée avec le cadre du miroir. Une calibration, un serment. Le parfum d'aldéhyde persistait à mon poignet après le test d'hier soir. En dessous, je sentis quelque chose de métallique et de fin, comme le goût d'une langue mordue. Dans le train, j'ouvris une nouvelle page de mon carnet et écrivis « Journal d'épreuve ». Puis j'énumérai les faits comme si les faits pouvaient me servir d'armure. 1. Niveau de parfum baissé. Marque bougée. 2. Angle de l'oreiller faux. 3. Pli de la couverture faux. 4. Cheveux blonds dans le drain. 5. Rouge à lèvres corail sur le verre de Marc. 6. Voisine sentant le parfum à 14 heures. Pendant que j'étais au travail, j'ajoutais une 7e ligne et la laissais vide. Certaines vérités arrivent par morceaux. Je fermai le carnet et vis mon reflet dans la fenêtre. Une femme qui était douce, une femme apprenant la précision. Je regardais à nouveau le croissant pâle sur le verre d'eau, si léger que j'aurais pu le manquer si je n'avais pas déjà décidé de le voir. Le matin après que ma liste ait commencé, le flacon était là où je l'avais laissé, l'étiquette d'équerre, la marque de crayon net. Je m'arrêtai avant de partir travailler, le regardant comme un joueur regarde les dés, attendant la preuve que le hasard n'était pas aux commandes. Marc m'embrassa le haut de la tête. Ne m'attends pas ce soir. Dîner client. Je hochai la tête, faisant semblant d'être la femme qui faisait confiance. À l'intérieur, mon pouls battait à ma gorge. La marque sur le flacon me dirait si la confiance était encore possible. Au bureau, je me distrais avec des emails jusqu'à ce que Sarah de la comptabilité s'appuie sur la cloison de mon cubicule. Toi et Marc faites toujours des soirées en amoureux. Monsieur Duval jure que ça maintient son mariage en vie. Sa mention désinvolte de Monsieur Duval m'accrocha. Monsieur Duval part tous les jours à 17 heures, dis-je avant de réfléchir. Sarah cligna des yeux. Oui, entraînement de football. Pourquoi? Aucune raison. Je souris, le genre poli qui scelle les secrets. Quand je rentrai à la maison, la casserole de pâtes séchait sur l'égouttoir, et Marc était sur le canapé en tenue de sport, faisant défiler son téléphone. Comment s'est passé le dîner client, demandai-je, m'appuyant contre l'embrasure de la porte. Annulé à la dernière minute. J'ai commandé taille à la place. Tu veux des restes? Son mensonge était assez lisse pour être poli, mais l'odeur dans l'air le trahissait. Doux, poudré, floral. Mon parfum flottant comme un fantôme. Tu portes de l'eau de Cologne, demandai-je légèrement. Il rit. Probablement à force de t'avoir serré dans mes bras ce matin. Nous ne nous étions pas serrés dans les bras ce matin-là. Nous ne nous étions pas serrés dans les bras depuis des semaines. Cette nuit-là, j'attendis qu'il dorme. Dans le doux ronronnement de son ronflement, je glissai hors du lit et me dirigeai sur la pointe des pieds vers la coiffeuse.
Le niveau de parfum avait de nouveau baissé, juste assez pour trancher le doute de la certitude. Ma ligne de crayon flottait maintenant au-dessus de la surface comme un souvenir d'innocence. Je l'écrivis dans mon journal. 20 heures, niveau plus bas. Le lendemain matin, l'écharpe apparut, glissée entre les vêtements de sport de marque, une Hermès rose corail. Je la soulevai à la lumière, la soie ondulant comme de l'eau, ma gorge se serra. Pas la mienne. Jamais la mienne. Qu'est-ce que c'est? Sa voix me surprit. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, humide de sa course. La lessive, dis-je calmement. Ça a dû se mélanger. C'est la tienne, haussa-t-il les épaules trop vite. Je ne porte pas de corail. Sa mâchoire se durcit. Peut-être du pressing. Nous n'y sommes pas allés depuis des semaines. Ma voix était calme, mais mon cœur battait la chamade. Pourquoi m'interroges-tu, Louise? C'est juste une écharpe. Une écharpe Hermès. 400 € de la vie de quelqu'un d'autre qui se mêlait à la mienne. Je l'ai noté. Cet après-midi-là, Thomas d'à côté frappa à la porte. Sa voix était gênée. Prudente. Salut, Louise. Question bizarre. Vous avez quelqu'un qui loge chez vous? J'ai vu une femme blonde entrer hier. Elle avait une clé. Le mot clé résonna comme un coup de feu. Non, mentis-je doucement. Nouvelle femme de ménage. Il hocha la tête, soulagé. Oh, bien. Juste pour être sûr. Quand la porte se ferma, je m'appuyai le dos contre elle, tremblante. Une clé. Elle avait une clé. Marc lui avait donné accès non seulement à son temps, non seulement à son corps, mais à notre maison. Mon sanctuaire avait été franchisé, sans mon consentement. Cette nuit-là, alors que nous dînions côte à côte, je l'étudiais. La facilité avec laquelle il faisait tourner ses spaghettis, le sourire absent devant la télé, le léger rouge à lèvres corail qui tachait encore le verre d'eau qu'il avait abandonné dans l'évier. Chaque surface de l'appartement semblait maintenant contaminée, portant les empreintes d'une vie dont je ne faisais pas partie. « Tu es silencieuse ce soir, dit-il. Juste fatiguée. Tu devrais dormir davantage. Tu semblais tendue. Tendue? Comme si j'étais le problème. Comme si la suspicion était la maladie au lieu d'un symptôme. Après qu'il se soit endormi, je fixais le plafond. Mon père m'avait appris que chaque puzzle a des motifs si l'on est assez discipliné pour regarder. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une méthode. Je murmurais le mot comme un vœu, preuve. Le matin, avant de partir travailler, je glissais un enregistreur vocal activé derrière le cadre photo sur la table de nuit de Marc. Le cadre contenait une photo de Santorin. Nous deux bronzés, souriants, ivres de l'illusion de l'éternité. Maintenant, le sourire semblait répéter. Ma main trembla en remettant le cadre en place. Je n'étais pas sûr de ce qui me faisait le plus peur, de n'entendre rien ou d'entendre tout. À mon bureau plus tard, les alertes email et les rapports clients se brouillèrent. Dans le reflet de mon écran, je vis une femme que je reconnaissais à peine. Ses yeux étaient vifs, agités, ses lèvres pressées en une ligne. Elle ne ressemblait pas à une femme paranoïaque. Elle ressemblait à une détective. Cette nuit-là, Marc prétendit avoir des réunions tardives. Je réchauffai des restes seul, fixant le flacon de parfum et sa ligne qui s'enfonçait. Quand la porte se ferma finalement à 22h15, mon journal avait déjà une nouvelle entrée. 22h02, niveau du flacon encore plus bas. Le trafic était un enfer, marmonna-t-il, desserrant sa cravate. Je souris, toute dents dehors. Bien sûr. À l'intérieur, les preuves s'empilaient comme des sacs de sable contre une inondation montante. J'avais le parfum, l'écharpe, le rouge à lèvres, l'oreiller, les cheveux, la voisine, la clé. Et bientôt j'aurais sa voix. Je me couchais tôt, faisant semblant de dormir. Mais je ne dormais pas. J'attendais. Car maintenant je savais que la vérité ne s'échappait pas des fissures de mon mariage. La vérité s'infiltrait, goutte après goutte, à travers chaque vaporisation de Chanel numéro 5 qui n'était pas la mienne. Le samedi suivant, la pluie recouvrait les rues de la ville comme du verre. Marc prétendit avoir un atelier d'équipe et partit à l'aube dans sa chemise repassée et son sourire trop éclatant.
Le flacon de parfum sur ma coiffeuse se tenait comme une sentinelle, la ligne de crayon se moquant de moi. Je m'habillai rapidement, glissai mon carnet dans mon sac, et décidai qu'il était temps d'escalader. Au lieu de faire des courses, je me postai au café en face de notre immeuble. De ma table de coin, la vapeur s'élevant d'un cappuccino amer, j'avais une vue parfaite sur notre entrée. Les heures s'étirèrent comme une ficelle. Chaque fois que la porte s'ouvrait, mon estomac se nouait. Des couples arrivaient, des livreurs, des adolescents riant trop fort. Mais à 11h47, elle arriva. Cheveux blonds relevés en un chignon lâche, robe corail effleurant ses genoux, talons cliquetant comme des signes de ponctuation. Elle n'hésita pas, ne jeta même pas un coup d'œil autour d'elle. Elle se dirigea directement vers la porte, sortit une clé argentée qui attrapa la lumière du soleil, et entra chez moi. Ma maison. Je serrai ma tasse de café si fort que le carton se plia. Pendant un long moment, je ne pus respirer. Je pouvais me précipiter, les confronter, faire éclater la façade fragile. Mais la voix de mon père, patiente et inflexible, me murmura en mémoire, on ne charge pas un champ de bataille à l'aveugle. On le cartographie d'abord. Alors j'attendis. Quand je montai enfin les escaliers, je n'utilisai pas ma clé. Je plaquai mon oreille contre la porte, mon cœur battant dans mon crâne. À l'intérieur, des rires, des vers qui tintaient, de la musique basse et jazzy, le genre de musique dont Marc se plaignait toujours quand je la jouais. Et puis je l'entendis, son rire. Pas le rire creux qu'il me donnait par habitude, mais un rire plein, débridé, ravi. Un son que je n'avais pas entendu depuis des années. Ma main se resserra sur le bouton. J'imaginais faire irruption, voir le choc se répandre sur son visage, elle se précipitant pour ses vêtements. Mais la rage sans preuve est un cri dans le vent, et j'avais besoin de plus que du bruit. Je m'éloignai. Mes talons s'enfoncèrent silencieusement dans le tapis, chaque pas mesuré, délibéré. De retour au café, j'ouvris mon carnet et écrivis en gras, 11h47, blonde entrée, clé argentée, robe corail, rire et vers entendus. Le barista me lança un regard comme si j'étais là depuis trop longtemps. Je commandai un autre café. Mes mains tremblaient en y mélangeant le sucre, mais mon écriture était stable. S'ils voulaient me dépeindre comme l'épouse ignorante, ils étaient sur le point de découvrir que j'écrivais une histoire différente. Cette nuit-là, Marc rentra chez lui en fredonnant de toutes choses, laissant tomber sa veste sur la chaise comme un célibataire insouciant. Désolé d'être en retard. Monsieur Duval nous a entraînés dans une autre série de révisions. Bien sûr, dis-je, posant doucement ma fourchette. Tout va bien, demanda-t-il, croisant mon regard. Bien, juste fatigué. Il se pencha pour m'embrasser, et l'odeur s'accrocha de nouveau à lui. Florale, familière, mon parfum. Tu as ouvert mon Chanel, demandai-je trop nonchalamment. Il se figea une fraction de seconde avant de forcer un rire. Toujours à propos de ça? Peut-être que tu as juste utilisé plus que tu ne le pensais. Mon sourire n'atteignit pas mes yeux. Peut-être. Plus tard, quand il prit sa douche, je me glissai dans la chambre et récupérai l'enregistreur que j'avais planté il y a quelques jours. Mes mains tremblaient en le glissant dans ma poche, son poids plus lourd que je ne l'avais imaginé. Dans le silence de ma voiture garée à 3 pâtés de maison, j'appuyai sur « Play ». Bruit statique de pas, le froissement de tissu, puis sa voix, légère, amusée, teintée de dédain. Elle ne remarque même rien, Marc. J'ai encore utilisé le parfum aujourd'hui. Elle a remarqué, répondit sa voix, m'a posé la question la semaine dernière. Et je lui ai dit qu'elle était paranoïaque. Elle a reculé. Louise déteste la confrontation. Leurs rires remplirent le petit haut-parleur. Mon estomac se serra. Combien de temps allons-nous encore nous cacher, demanda-t-elle. Juste quelques mois de plus. Je dois d'abord déplacer les actifs. M'assurer qu'elle ne puisse pas y toucher lors du divorce. Divorce. Le mot frappa comme un poing. Non seulement la trahison du corps, mais de la vie que nous avions construite, des années que j'avais données, de la confiance que j'avais offerte. J'arrêtai l'enregistreur, la poitrine haletante, serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Dans le rétroviseur, mon visage semblait sculpté dans la pierre. Quand je rentrai dans l'appartement, Marc était allongé sur le canapé, les cheveux humides de la douche, la télécommande à la main. « Tu es sorti tard, dit-il.
Je suis allé faire un tour en voiture, murmurai-je. Il hocha la tête, ses yeux dérivant déjà vers la télé. À ce moment-là, je réalisai quelque chose de glaçant. Il n'essayait même plus de se cacher. Il croyait me connaître. Louise docile, la femme qui détestait la confrontation. Il pensait que j'accepterais les miettes d'attention qu'il me lançait, trop timide pour creuser plus profondément. Il avait tort. Je me rendis dans la chambre, m'assis à la coiffeuse et étudiai le flacon de parfum. Ma marque de crayon flottait maintenant bien au-dessus de la ligne de liquide, preuve gravée dans le graphite. Le parfum ambré n'était plus un luxe. C'était une preuve, et une preuve, une fois collectée, est une arme. Le dimanche se leva avec une lumière pâle filtrant à travers les stores, rendant la pièce à la fois familière et étrangère. Je fixai le plafond, rejouant l'enregistrement dans mon esprit. Son rire, sa voix me traitant de paranoïaque, le mot divorce glissant comme du poison. Autrefois, j'aurais pensé que la trahison me briserait. Au lieu de cela, elle m'avait rendu plus affûté, comme du verre après avoir été frappé. Je me levai avant que Marc ne bouge, enfilai un jean et un pull, et me glissai dehors. De l'autre côté de la rue, le café était calme, à moitié vide, le sifflement de la machine à expresso servant de couverture. Je pris ma place habituelle dans le coin, mon carnet ouvert. Je n'étais plus Louise, la femme. J'étais Louise, l'archiviste de la trahison. À 10h56, mon téléphone vibra. Un SMS de Marc. Ne m'attends pas. Déjeuner avec Monsieur Duval. Je souris d'un air narquois. Monsieur Duval encore, son fantôme préféré. À 11h32, la blonde apparut. Cette fois, habillée simplement d'un jean et d'une blouse blanche, les cheveux tombant lâchement comme un halo insouciant, elle portait un sac fourre-tout, le genre que les femmes utilisent lorsqu'elles sont à l'aise dans un endroit, pas en visite. Elle n'hésita pas, ne jeta pas un coup d'œil autour d'elle. Elle glissa sa clé argentée dans ma serrure et disparut à l'intérieur. J'attendis. Mon cappuccino refroidit. Le temps se brouilla. Puis, faible mais reconnaissable à travers la porte ouverte du café. Des rires parvinrent de mon étage. Le rire de Marc, plein, sans retenue, joyeux, le genre que je n'avais pas entendu diriger vers moi depuis des années. Le son me coupa plus profondément que l'enregistrement. La preuve était une chose. L'entendre heureux sans moi en était une autre. Je me levai, le cœur battant, et traversai la rue. Chaque pas vers l'immeuble me semblait franchir en territoire ennemi. Devant ma propre porte, j'hésitais, pressant mon oreille contre le bois. Des vers tintaient. La musique jouait. Le faible murmure de voix tissant l'intimité dans l'air. Ma main plana sur la poignée. Un seul tour et la façade s'effondrerait. Je pouvais les confronter. Elle, à moitié déshabillée, lui se démenant pour des excuses. J'imaginais le choc dans leurs yeux, la satisfaction de les prendre en flagrant délit. Mais alors une autre image, leur rire s'évanouissant dans le silence, puis se retournant contre moi, lui m'accusant de nouveau de paranoïa, elle souriant, sachant que je n'avais rien d'autre que de la rage, la colère sans stratégie était inutile. J'avais besoin de plus qu'une scène. J'avais besoin d'un dossier. Je me détournai, forçant mes pas silencieux dans le couloir. Ma gorge brûlait, mais mon carnet au café me calmait. De retour à la table, j'écrivis, 11h32. Blonde entrée avec sac fourre-tout. Rire, jazz, vers entendus. Marc présent. Le barista me lança un autre regard méfiant. Je commandai du thé cette fois, laissant la vapeur embuer mes lunettes pendant que je planifiais. Ce soir-là, Marc entra à 19h45 avec un bouquet de marguerites, ma fleur éponyme, l'ironie cruelle. Pour toi, dit-il comme s'il venait d'y penser. Elles sont magnifiques, murmurai-je, les arrangeant dans un vase. Les pétales effleurèrent mes doigts, doux et moqueurs. Monsieur Duval m'a encore retenu tard, dit-il, jetant sa veste sur la chaise. Bien sûr, ma voix était calme, même tendre. Nous avons mangé des plats à emporter ensemble. Taille, son choix. Le parfum de basilic emplit la pièce, mais en dessous persistait quelque chose de floral et poudré. Mon parfum flottant dans l'air comme une invitée indésirable. Tu es silencieuse, observa Théil, les yeux sur la télévision. Juste fatigué, sourit-il faiblement. Tu as semblé dépassé dernièrement.
Peut-être prendre quelques jours de congé. Dépassé, comme si le problème était mes nerfs, et non les preuves s'accumulant comme des briques autour de nous. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, je me glissai vers le placard et examinai les poches de sa veste. Des reçus, une station-service à 2 villes de là, un restaurant français où je n'étais jamais allé, une carte de visite d'un bijoutier, bien cachée. Je photographiai tout, prenant soin de remettre chaque morceau de papier exactement comme je l'avais trouvé. De retour au lit, je fixai le plafond. L'ancienne Louise aurait pleuré dans son oreiller. Cette Louise traçait des cartes. Chaque mensonge, chaque indice était un petit caillou me menant plus profondément dans la forêt, et je le suivrai jusqu'à ce que je trouve la tanière du loup. Le lendemain matin, je fis semblant de dormir pendant que Marc m'embrassait le front. Après son départ, je m'assis à la coiffeuse et étudiai de nouveau le flacon de parfum. Le liquide brillait à la lumière, plus bas que jamais, la marque de crayon flottant bien au-dessus. Je soulevai le flacon, inhalai profondément, et faillis avoir des hauts le cœur. L'odeur que j'avais autrefois aimée sentait maintenant l'intrusion, la trahison distillée en ambre. Je le reposai avec précaution. Ma mère disait toujours, n'ignore pas ce qui est juste devant toi. Les petites choses révèlent les grandes vérités. Elle avait raison. Le parfum ne disparaissait pas seulement. Il me menait quelque part, et j'étais prête à suivre. 3 jours passèrent avant que j'aie le courage d'appuyer sur « Play ». Marc avait travaillé tard 2 fois. Les 2 soirs, il était rentré après 22 heures, sa cravate desserrée, ses excuses plus lâches. Les 2 matins, le niveau de parfum avait de nouveau baissé. Quand je récupérai enfin l'enregistreur derrière la photo de notre lune de miel, je le portai comme de la contrebande dans ma voiture et verrouillai les portes. Le garage souterrain était silencieux, à l'exception d'un faible goutte-à-goutte résonnant dans les coins. Mon pouce plana sur le bouton « Play ». Une fois que j'aurais écouté, je ne pourrais pas ne pas entendre. J'appuyai, d'abord, du bruit statique, puis le son de tiroirs s'ouvrant, un rire, le sien, plus jeune que je ne m'y attendais, aigu et perçant comme du verre brisé. « J'ai encore utilisé son parfum aujourd'hui, dit-elle. » Elle a remarqué, répondit la voix de Marc, décontractée, presque amusée. Elle m'a posé la question la semaine dernière. Et je lui ai dit qu'elle était paranoïaque. Elle a reculé. Louise déteste la confrontation. Leurs rires se répandirent dans la voiture, emplissant chaque recoin. Mon pouls battait à mes oreilles. « Combien de temps encore ?» demanda-t-elle. « J'en ai marre de me cacher. »« Juste quelques mois de plus, Juliette, dit-il. Je dois d'abord déplacer les actifs. M'assurer qu'elle ne puisse pas y toucher lors du divorce. » Le mot divorce claqua comme un piège. J'arrêtai l'enregistrement, mes poumons haletant comme si j'avais couru. Mes mains tremblaient sur le volant. Il ne me trahissait pas seulement physiquement, mais il démantelait la vie que nous avions construite, brique par brique, pendant que je préparais le dîner et pliais le linge. Il planifiait mon effacement. Je fixai le rétroviseur. La femme qui me regardait avait des ombres sous les yeux, mais il y avait de l'acier dans son regard. Pas brisé, pas encore. Ce soir-là, je dis à Marc que j'allais à Marseille rendre visite à ma sœur. Il leva à peine les yeux de son ordinateur portable. Soudainement, marmonna-t-il. Elle est en plein divorce. J'ai pensé la soutenir. C'est gentil de ta part. Quand seras-tu de retour ? Dimanche soir. Il hocha la tête, calculant déjà sa liberté. Je pouvais presque voir le SMS qu'il enverrait au moment où je partirais. Mais je n'allais pas à Marseille. Je m'enregistrai dans un hôtel à 20 minutes de là sous mon nom de jeune fille, payé en espèces. L'employé ne me regarda même pas 2 fois. Puis je revins dans notre quartier et me garai plus bas dans la rue, moteur éteint, attendant. À 11h06 le samedi, elle arriva, blonde, les cheveux en chignon désordonnés, vêtue d'un vieux sweatshirt de marque. Son sweatshirt, celui que je lui avais acheté il y a des années. Mon estomac se tordit. Elle portait des courses, entra comme si elle était chez elle. J'attendis 1 heure, puis m'approchai de ma propre porte. Les sons à l'intérieur étaient domestiques, insupportablement. Des œufs qui grésillaient, du jazz qui bourdonnait doucement, sa voix douce alors qu'il l'embrassait dans le cou. Je refermai doucement la porte avant qu'il ne puisse me voir. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il me trahirait. De retour dans la voiture, je restai figé,
fixant le volant. Mon flacon de parfum était sur le comptoir de la cuisine, pas sur la coiffeuse. Elle l'avait déplacé, s'en était approprié. Alors que j'étais assise là, Madame Dubois passa en traînant les pieds avec Monsieur Moustache. Son timing était toujours aussi étrange. Déjà de retour de Marseille, demanda-t-elle joyeusement. Je forçai un sourire. Je viens de réaliser que j'ai peut-être laissé la cuisinière allumée. Ça vous dérangerait de monter avec moi juste pour vérifier? Bien sûr, ma chère, dit-elle, ravie d'être utile. Ensemble, nous prîmes l'ascenseur. Mes clés glissèrent une fois de ma main exprès. Quand la serrure finit par cliquer, je poussai la porte en grand, la laissant entrer la première. Le hoquet qu'elle laissa échapper valait chaque seconde d'attente. Marc et la blonde étaient sur le canapé, elle a califourchon sur lui, tous deux à moitié déshabillés. Ils se séparèrent brusquement, leur visage affichant choc, rage, peur. « Oh mon Dieu !» murmura Madame Dubois, la main sur sa poitrine. « Oh mon Dieu !» Marc tâtonna pour sa chemise. « Louise, ce n'est pas » la blonde sourit d'un air narquois, sans honte. « Je pensais que tu étais à Marseille. » Clairement, pensais-je. « Madame Dubois, merci, dis-je doucement. Nous sommes prêts ici. » Mais elle s'attarda, transfixée par le désastre. « Merci, répétai-je, plus fermement cette fois. Finalement, elle s'éloigna en traînant les pieds, marmonnant. La porte se referma derrière elle. Le silence s'étira. La blonde ajusta sa blouse avec un calme habituel. « Je devrais y aller. »« Non, dis-je, ma voix ferme, froide. Reste. Nous devrions parler en adulte. » Les yeux de Marc se rétrécirent. Il reconnut quelque chose dans mon ton. Quelque chose de dangereux. Je la regardai directement. « Tu as porté mon parfum, n'est-ce pas ?» Son sourire vacilla. « Je ne pensais pas que tu le remarquerais, dit-elle. »« Je remarque tout, dis-je, sortant mon téléphone de ma poche. »« Tu veux entendre ce que j'ai remarqué ?» J'appuyai sur « Play ». Leur voix remplirent la pièce. Elle est paranoïaque. Elle a reculé. Louise déteste la confrontation. Marc devint blanc. « Tu nous as enregistrés, balbutia-t-il. »« Tu lui as donné une clé de ma maison, rétorquai-je. »« Je pense que nous n'avons plus à nous soucier de la vie privée. » La blonde, Juliette, apprendrai-je plus tard, croisa les bras. « C'est entre vous deux. »« Non, dis-je, bloquant son chemin vers la porte. Tu ne peux pas jouer à la maison chez moi et ensuite partir quand ça devient inconfortable. » Son menton se leva, défiant. « Juliette. »« Eh bien, Juliette, dis-je, ma voix fendant l'air. »« Depuis combien de temps ?»« 8 mois, dit-elle comme si ce n'était rien. »« 8 mois. À travers Noël, à travers notre anniversaire, à travers chaque mensonge qu'il avait raconté. » Je me tournai vers Marc, mais il ne dit rien. Son silence était une réponse suffisante. Une clarté froide s'installa sur moi. L'ancienne Louise aurait pleuré, supplié. Cette Louise ne fit que sourire. « Tu as raison, dis-je doucement. Il ne m'aime plus. Peut-être qu'il ne m'a jamais aimé. Mais tu sais de quoi il s'agit maintenant, Juliette. Pas d'amour, de conséquences. » L'appartement était silencieux, sauf le ronronnement du réfrigérateur. Juliette se tenait les bras croisés, ses ongles corail tapotant sur sa manche comme si elle me défiait de craquer. Marc s'attardait derrière elle, les yeux dardant entre nous comme un animal piégé calculant des voies d'évasion. « Tu ne me fais pas peur, dit Juliette finalement. Sa voix était calme, mais sa mâchoire se serra. Bien, répondis-je. Je n'essaie pas de te faire peur. J'essaie de te faire comprendre. Je me dirigeai vers le comptoir de la cuisine où le flacon de parfum se trouvait maintenant, déplacé de ma coiffeuse comme s'il lui appartenait. Je le ramassai, le tenant entre nous. Tu sais ce que c'est, demandai-je. Un flacon de parfum, dit-elle sèchement. Non, corrigeai-je. C'est une preuve. Chaque goutte qui a disparu m'a mené ici, à ce moment. À toi. Juliette roula des yeux, mais Marc se déplaça inconfortablement. Il me connaissait assez bien pour reconnaître le tranchant dans ma voix. Louise, dit-il, s'avançant, les mains levées comme pour apaiser un animal sauvage.
Ne faisons pas, je le coupais. Faisons, parce que j'en ai marre d'être la femme paranoïaque dont vous vous moquiez tous les deux. Juliette sourit d'un air narquois. Nous rions parce que c'était vrai. Je reposai le parfum avec un soin délibéré, puis sortis mon téléphone. D'un glissement, l'écran s'illumina, affichant les photos que j'avais prises, des reçus de restaurants, de boutiques de lingerie, de stations-service à des kilomètres de là. Je l'éteins une par une. Le Laurier Rose, Boisvert, bijoutier rue de la Paix. Tout cela des nuits où tu prétendais travailler tard, Marc. Son visage pâlit. Tu as fouillé mes affaires? Nos affaires, corrigeai-je. Compte joint, vie commune, mensonge commun. Le sourire de Juliette vacilla. Tu as vraiment gardé tout ça? Chaque morceau de papier, dis-je. Chaque incohérence, chaque fil que tu pensais se défaire discrètement. Je les ai tissés en une corde. La voix de Marc s'aiguisa. C'est de la folie. La folie, c'est de donner une clé à ta maîtresse pour notre domicile conjugal, rétorquai-je. La folie, c'est de me sous-estimer. L'air entre nous crépita. Juliette se déplaça nerveusement maintenant, sentant le changement de pouvoir. Tu bluffes, dit Marc. Je tournai mon téléphone de nouveau, montrant cette fois la photo d'un contrat de location avec sa signature. Les rives du fleuve, un appartement de 2 chambres. Le propriétaire était bavard. Il pensait que Juliette était ta femme. Tu lui as dit ça, Marc? Pendant que j'étais à la maison à me demander pourquoi mon parfum disparaissait? Les yeux de Juliette s'écarquillèrent. Tu m'as dit que tu n'avais pas encore commencé les procédures de divorce. Les lèvres de Marc s'entr'ouvrirent, cherchant des mots. Je le coupais encore. Tu as aussi dit au propriétaire qu'elle était médecin. Elle ne l'est pas, n'est-ce pas, Juliette? Le visage de Juliette rougit. Je suis dans la vente pharmaceutique. Intéressant, murmurai-je. Parce que Marc m'a dit que tu étais sa cliente. Ses yeux papillonnèrent vers lui, la suspicion naissant. Marc se jeta sur le téléphone. Je reculai, mon pouce planant déjà sur l'application de sauvegarde cloud. Essaie, dis-je froidement. Chaque fichier est enregistré, chaque reçu, chaque enregistrement. J'en ai plus qu'assez pour vous enterrer tous les deux. Juliette regarda entre nous, calculant. Pour la première fois, sa bravade craqua. Elle vit ce que je voulais qu'elle voie. Qu'elle n'était pas la partenaire de pouvoir de Marc. Elle était un pion, remplaçable, jetable. 8 mois, répétai-je, ma voix plus douce maintenant. Tu t'es assise à ma table. Tu as utilisé mon parfum. Tu as porté le sweatshirt de mon mari. Tu pensais que je ne le remarquerais pas? Tu pensais que j'étais stupide? Juliette leva le menton. Il m'a dit que tu étais distraite, obsédée par le travail, froide. Et tu l'as cru, demandai-je. Parce que les menteurs disent toujours la vérité sur leurs femmes. Marc craqua alors, claquant sa main contre le mur. Assez. Son visage était rouge, les veines de son cou saillantes. Tu te rends ridicule. Je rencontrai sa fureur avec calme. Non, Marc. Tu as fait ça pour moi quand tu as sous-estimé la femme que tu as épousée. Le silence qui suivit fut lourd, rompu seulement par la respiration irrégulière de Juliette. Finalement, je dis, fais tes valises. Marc cligna des yeux. Quoi? Tu m'as entendu. Fais tes valises. Reste aux rives du fleuve puisque tu aimes tant ça. Tu ne dors pas ici ce soir. Tu ne peux pas me chasser de ma propre maison. Notre maison, corrigeai-je. Et oui, je peux parce que j'ai plus que du parfum et des reçus maintenant. J'ai des témoignages. La voisine l'a vu entrer. Madame Dubois vous a vus tous les deux aujourd'hui. Et si tu ne pars pas tranquillement, je m'assurerai que le conseil d'administration de ton entreprise entendra l'enregistrement où tu ris de déplacer des actifs avant le divorce. La bouche de Marc s'ouvrit, puis se referma. Juliette détourna le regard, soudain fascinée par le sol. Va-t'en, dis-je doucement. Il hésita. Puis, sans un mot de plus, il disparut dans la chambre. Des tiroirs s'ouvrirent. Une valise résonna. Juliette se dirigea vers la porte. Je ne reste pas pour ce cirque. Tu l'as déjà fait, dis-je.
Maintenant, pars. Elle sortit silencieusement. Marc émergea 10 minutes plus tard, valise à la main. Il s'arrêta à la porte. Tu le regretteras. Non, dis-je. Mon seul regret est de ne pas t'avoir vu clairement plus tôt. Quand la porte se ferma, je poussai un soupir que je n'avais pas réalisé que je retenais. L'appartement sembla instantanément différent, comme si les murs eux-mêmes avaient exhalé un soulagement. Je me tins au comptoir, fixant le flacon de parfum. Si petit, si ordinaire, pourtant il avait brisé la vie que je pensais connaître, révélant la pourriture en dessous. Et je n'avais pas fini. Loin de là. Le silence après le départ de Marc était étrange, presque théâtral. Je traversais l'appartement comme si je le voyais pour la première fois. La chaise où il drapait toujours sa veste, l'empreinte dans le coussin du canapé qui gardait encore la forme de son corps, la légère trace de son eau de Cologne imprégnant l'air. Chaque objet était un fantôme de lui, et pourtant les pièces semblaient plus légères sans sa présence, comme si les murs eux-mêmes avaient attendu son départ. J'aurais dû m'effondrer, j'aurais dû pleurer. Au lieu de cela, j'ouvris mon carnet. J'écrivis la date, traçai une ligne sous la dernière entrée, et ajoutai « Marc expulsé du domicile ». Affaire de Juliette confirmée. 8 mois, appartement aux rives du fleuve localisé. Cela ressemblait à un rapport de police. Peut-être que c'était ce que j'étais devenu, une détective chroniquant ma propre vie comme une scène de crime. Plus tard cette nuit-là, la curiosité me poussa vers le placard. Sa veste d'hier y était suspendue, son odeur s'accrochant toujours au tissu. Je vérifiai les poches avec une précision délibérée. Un reçu froissé de station-service à 2 villes de là. Pourquoi conduire si loin alors que nous avions 3 stations à moins d'1 kilomètre? Une facture de restaurant français, le Laurier Rose, 156 €, 2 entrées, une bouteille de vin. Le même soir où il m'avait dit que Monsieur Duval révisait des rapports, et puis, dans la poche intérieure, un bout de papier plié, des chiffres gribouillés de son écriture, trop courts pour être un numéro de téléphone, un code. Je photographiai tout, remettant les objets exactement comme je les avais trouvés. Mon téléphone se remplissait de preuves, une galerie de trahison. Chaque photo me semblait être une lame, tranchante et indéniable. Quand je retournai à la coiffeuse, le flacon de parfum attrapa la lumière de la lampe. Je le soulevai, faisant tourbillonner le liquide ambré qui était devenu mon compagnon indésirable. « Tu n'es plus seulement du parfum », murmurai-je. « Tu es la preuve. » Le lendemain matin, je commençai ma recherche dans le classeur. Déclaration de revenus, formulaire d'assurance, relevé d'investissement, toutes choses que j'avais déjà vues, mais jamais vraiment lues. Maintenant, je les examinais avec des yeux différents. Sur la dernière déclaration, un poste m'accrocha. Déduction pour un bureau à domicile, mais pas à notre adresse. Une adresse entièrement différente. Mon pouce accéléra. Une autre propriété, un autre mensonge. Je copiai l'adresse sur mon téléphone. Centre-ville. Je n'attendis pas. L'immeuble était quelconque. Pierre grise, fenêtres étroites. À l'intérieur, un annuaire listait de petites entreprises, des noms que je ne reconnaissais pas. Mais au 3e étage, je le trouvai. Dupont Conseil SARL. Dupont, le nom de famille de mon mari. Mon cœur battait la chamade alors que j'essayais la clé bizarre que j'avais remarquée des semaines auparavant, celle qu'il prétendait être pour le casier de la salle de sport. Elle fonctionnait. Le bureau était petit, rangé, 2 pièces. Sur le bureau, un ordinateur ronronnait doucement, et sur le mur était accroché un tableau blanc rempli de notes, de noms de clients, de projections financières, de vrais clients, de vraies sommes. Mais le classeur racontait la vraie histoire. Contrats, factures, paiements, des chiffres qui me faisaient tourner la tête. Des centaines de milliers d'euros affluant au cours des 2 dernières années. De l'argent que je n'avais jamais vu sur nos comptes. Je m'enfonçais dans sa chaise, le cuir craquant sous mon poids. Il ne m'avait pas seulement trompé avec une autre femme. Il m'avait escroqué d'une vie. Un cadre photo était posé face contre terre sur le bureau. Je le retournai, m'attendant au sourire de Juliette, mais ce n'était pas elle. Une femme que je ne connaissais pas me regardait, élégante, la quarantaine, avec 2 enfants à ses côtés. Mon estomac se retourna. Qui était-elle? Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra. Un numéro inconnu.
J'hésitai, puis répondis. Allô? Est-ce Louise Dupont? La voix d'une femme était mesurée, tranchante. Oui. Qui est-ce? Je m'appelle Patricia Mercier. Je crois que vous connaissez mon mari, Richard Mercier. Le nom me vint instantanément. Je venais de le voir sur le tableau blanc comme l'un des plus gros clients de Dupont Conseil. Je suis familière, dis-je prudemment. Nous devons parler, répondit Patricia. Son ton ne contenait aucune invitation, seulement un ordre. À propos de votre mari? À propos de ce qu'il a fait? Une pause. Ma gorge était sèche. Où? Elle me donna le nom d'un café du centre-ville. Sa voix était brève. Efficace. Demain, 10 heures. Ne soyez pas en retard. La ligne se coupa. Je restai figé dans la chaise, entouré de contrats, de factures, de preuves d'une double vie. L'odeur de l'encre et du vieux papier emplit l'air. Pendant des semaines, j'avais pensé que le parfum disparu était le début et la fin de l'histoire. Mais la vérité était bien plus grande, bien plus grande. Marc ne me trahissait pas seulement. Il construisait autre chose. Une autre vie, une autre fortune, un autre avenir qui ne m'incluait pas. Et Patricia Mercier, qui qu'elle fût réellement, venait d'ouvrir une porte sur une trahison plus profonde que je n'avais pas encore imaginée. Le café choisi par Patricia était le genre d'endroit où les gens de pouvoir se rencontraient pour discuter de fusion autour de lattes, chrome poli, table en marbre, conversations étouffées. J'arrivais 10 minutes en avance, mais elle était déjà là, assise droite avec un dossier en cuir noir devant elle. Patricia Mercier était plus âgée que moi, élégante de cette manière étudiée que l'argent permet. Ses boucles d'oreilles en perles brillèrent quand elle leva les yeux, son sourire tendu, pas chaleureux. Louise, fit-elle un geste vers la chaise d'en face. Merci d'être venue. Je me glissai dans le siège, les nerfs tendus dans mon estomac. Vous avez dit que c'était à propos de nos maris. Elle m'étudia un instant, comme pour mesurer si j'étais prête pour la vérité. Puis elle ouvrit le dossier et étala plusieurs documents sur la table. Relevé bancaire, virement, acte de propriété. Richard et Marc, commença-t-elle, sa voix sèche, ont transféré de l'argent dans Dupont Conseil pendant des années, une société écran qu'ils ont mise en place, assez réelle sur le papier, mais son but est clair. Cacher des actifs à nous. Je forçai ma voix à rester stable. Je viens de trouver le bureau hier. Des contrats, des factures, de l'argent que je n'ai jamais vu sur nos comptes. Patricia eut un sourire sans joie. Alors vous connaissez déjà la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est Miami. Je fronçai les sourcils. Miami? Elle glissa un autre papier vers moi. Un contrat de location. Des bureaux au centre-ville de Miami signés par Richard et Marc. Ils ont déjà embauché du personnel, acheté du matériel, mis en place des structures d'entreprise. Ils ont l'intention de déménager, de tout prendre, et de recommencer à zéro sans nous. Ma gorge se serra. Et Juliette? Le rire de Patricia était amer. La secrétaire de leur bureau de Miami, ou du moins c'est l'histoire officielle, mais clairement ses fonctions s'étendent au-delà du classement. J'imaginais Juliette dans mon sweatshirt à ma cuisinière, déplaçant mon parfum comme si c'était le sien. Une secrétaire jouant à la maison pendant que mon mari construisait un nouvel empire. Patricia se pencha plus près, baissant la voix. Ils pensent que nous sommes ignorantes. Que nous allons pleurer pour l'infidélité pendant qu'ils vident tranquillement nos vies. Mais je ne suis pas là pour pleurer, Louise. Je suis là pour me battre. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je sentis le scintillement de la solidarité. Que proposez-vous? Une alliance. Son regard était perçant. Vous avez les enregistrements, les preuves de l'affaire. J'ai des experts comptables judiciaires qui suivent chaque euro qu'ils ont déplacé. Ensemble, nous pouvons les démanteler. Mon pouce accéléra. Légalement? Légalement. Financièrement, entièrement. Je m'assis, réfléchissant. Des semaines à me sentir isolé, rejeté, manipulé. Maintenant, quelqu'un d'autre voyait le même homme que moi. Pas seulement un tricheur, mais un stratège. Non seulement une trahison du corps, mais de l'intégralité du contrat de mariage. Patricia versa du sucre dans son café. Ces mouvements précis.
Richard pense que je ne riposterai pas. Il croit que je m'accrocherai au style de vie, aux galas de charité, aux photographies et aux magazines glacés. Mais je préférerais tout brûler plutôt que de le laisser s'en tirer indemne. Sa fureur était froide, pas sauvage, une lame affûtée au fil des années. Je sentis le même acier dans mes propres os. Je sortis mon téléphone, ouvris mon journal d'épreuves, et le glissai vers elle. Tiens, les reçus, l'écharpe, le rouge à lèvres, les enregistrements. La preuve qu'il n'est pas seulement malhonnête avec moi. Il est négligent. Elle parcourut rapidement les entrées, hochant la tête. Bien. Très bien. Vous avez été méticuleuse. Cela comptera. Une étrange fierté s'éveilla en moi. Pendant des semaines, Marc m'avait dépeinte comme paranoïaque. Maintenant, quelqu'un reconnaissait la discipline derrière ma vigilance. Patricia ferma son dossier avec finalité. Nous allons coordonner. Mes avocats s'occuperont de la fraude financière. Vos enregistrements ajouteront du poids. Ensemble, nous les dépouillerons de tout avantage. Il voulait un nouveau départ à Miami. Qu'il recommence en prison. Les mots me firent frissonner. Prison. Je ne m'étais pas permis d'imaginer des conséquences aussi grandes. Je m'étais concentré sur la survie, mais Patricia parlait d'annihilation. Elle tendit la main à travers la table, ses mains fermes sur les miennes. Vous n'avez plus à faire ça seul. Pour la première fois depuis des semaines, je poussai un soupir qui n'était pas saccadé. Le café bourdonnait doucement autour de nous. Mais à ce moment-là, j'avais l'impression que nous étions les deux seules femmes au monde à comprendre le goût exact de la trahison. Je ramassai mon carnet, mes mains tremblantes, mais pas de peur. Quelque chose d'autre pulsait en moi maintenant. De la résolution. Quand je quittai le café, l'air extérieur semblait plus clair, plus froid. Je serrai mon manteau, mais pas net sur le pavé. Marc m'avait sous-estimé. Juliette s'était moquée de moi. Mais avec Patricia à mes côtés, je n'étais plus seulement la femme paranoïaque avec un flacon de parfum. J'étais le début de leur chute. Le détective privé glissa le dossier épais sur la table du restaurant comme si c'était une arme chargée. La banquette en vinyle sentait le gras de bacon et le café brûlé, mais les papiers entre nous sentaient l'encre et la pourriture. La pourriture de Juliette. Juliette Dubois n'est pas celle qu'elle prétend être, dit-il, remuant son café sans le boire. Son vrai nom est Jeanne Duval, 31 ans, née en Bretagne, mariée 2 fois, les 2 maris ont été dépouillés et laissés avec des dettes. Je feuilletai les rapports. Des photos d'identité brouillées en dossier de divorce, rapports de police, déclarations de victimes. Un homme avait perdu ses économies, un autre son entreprise. Tous décrivaient le même schéma. Une femme qui s'immisçait dans leur vie avec du parfum et des rires pour les vider de leur substance. Elle n'est pas seule, continua le détective. Le soi-disant frère, Thomas Dubois, son mari. Ils sont mariés depuis 5 ans. Ils mènent des escroqueries. Elle distrait. Ils siphonnent les comptes, falsifient les signatures, créent de fausses identités. Je fixai la photo granuleuse de Juliette, Jeanne enveloppée dans les bras de Thomas, l'embrassant passionnément. La même bouche qui avait laissé du rouge à lèvres corail sur mes verres. Comment Marc n'a-t-il pas vu ça, murmurai-je. Le détective rit sombrement. Il pensait être trop intelligent pour être dupé. L'arrogance classique. Elle est douée, Louise. Faux réseaux sociaux remontant à des années. Des amis qui la soutiennent, même de faux membres de sa famille. Mais c'est une prédatrice, et les prédateurs ne changent pas. Mes mains tremblèrent alors que je traçais le contour de son sourire narquois sur la photo. Marc pensait qu'il construisait une vie secrète avec elle. Il ne réalisait pas qu'il était une proie. Avez-vous la preuve de leur partenariat, demandai-je. Assez pour éveiller les soupçons. Photos de surveillance, traces financières, un garde-meuble à leurs 2 noms. Donnez-moi quelques jours. J'aurai plus. J'hochai la tête, glissant le dossier dans mon sac comme de la contrebande. Son poids me calma. De retour à la maison, j'étalai les preuves sur la table de la cuisine. Rapport de police à côté de mon flacon de parfum. Photo d'elle avec Thomas à côté de l'écharpe qu'elle avait laissée dans mon linge. Mon journal des preuves s'allongea, s'assombrit. Marc m'avait trahi. Juliette l'avait trahi. Et maintenant j'avais la preuve de tout. Ce soir-là,
comme si l'univers voulait tester mon calme, Marc appela. Sa voix était tendue, cassante. Juliette demande de l'argent. Des factures médicales à cause de cette réaction allergique. C'est ta faute. J'ai failli rire. Ma faute? Tu as trafiqué le parfum, n'est-ce pas? Empoisonné? Ne sois pas absurde, dis-je calmement. Le parfum ne convient pas à tout le monde. Peut-être qu'elle devrait s'en tenir au sien. Tu es vindicative, Louise. Ce n'est pas toi. Non, dis-je doucement. Ce n'est pas l'ancienne moi. L'ancienne moi te croyait. L'ancienne moi ignorait les preuves. Cette Louise-là fait attention. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre. Quelques minutes plus tard, mon téléphone vibra de nouveau. Un email. L'objet, je sais ce que tu sais. À l'intérieur, c'est Jeanne. Je suppose que tu as découvert mon vrai nom maintenant. Nous devrions parler en personne. Je fixai l'écran, mon pouce accélérant. Elle savait que j'avais la vérité, mais ce qu'elle ne savait pas, c'était comment je comptais l'utiliser. Je répondis, pas de réunion. Envoie la preuve. Tout ce que tu as sur Marc et Richard, compte bancaire Miami. Où je remets ton dossier à la police demain. Les points de frappe clignotèrent, disparurent, clignotèrent de nouveau. Finalement. D'accord. Tu l'auras. Mais je veux l'immunité. Je disparais. Tu oublies que tu as jamais connu mon nom. Immunité. Elle était désespérée. Bien. Je fermai mon ordinateur portable, m'appuyai en arrière et laissai le poids de la nuit s'installer. Juliette avait pensé qu'elle était la chasseuse. Marc avait pensé qu'il était le cerveau. Richard avait pensé qu'il était intouchable. Mais la vérité était claire maintenant. Ils se nourrissaient tous les uns des autres comme des loups dans une fosse, et j'étais celle qui se tenait au-dessus, tenant la corde. Pour la première fois depuis des mois, je souris. Sa première pièce jointe arriva dans ma boîte de réception juste après minuit. Des captures d'écran granuleuses d'échanges de SMS entre elle et Marc. Des discussions sur le bureau de Miami, sur les transferts d'argent, sur le fait de tenir Louise dans l'ignorance. Un fil de discussion me fit tordre l'estomac. Marc plaisantant sur le fait que j'étais trop confiante, trop docile pour jamais m'en rendre compte. Je lus chaque mot 2 fois, ma mâchoire serrée jusqu'à en avoir mal. Confiante. Docile. C'était la version de Louise qu'il s'était construite dans sa tête, celle qu'il croyait pouvoir garder aveugle pour toujours. Il n'avait aucune idée que j'étais déjà en train de démanteler son empire, pièce par pièce. La deuxième pièce jointe était un scan du bail de Miami. Les signatures de Marc et de Richard Mercier claires à l'encre noire. L'écriture de mon mari me fixait, familière et étrangère à la fois. À 1h du matin, un autre fichier arriva. Un enregistrement audio, sa voix, basse et conspiratrice, lui parlant. Une fois que j'aurai déplacé les actifs, le divorce sera propre. Elle ne verra pas un centime. Je prévois ça depuis 2 ans. 2 ans. Il n'était pas simplement tombé dans la trahison. Il l'avait cultivé, nourri comme un jardin secret pendant que j'arrosais les plantes de notre salon et payais la moitié du prêt immobilier. Je fermai mon ordinateur portable et fixai l'obscurité. La trahison avait maintenant des couches. Infidélité, fraude, tromperie s'étalant sur des années. Juliette pensait qu'elle achetait sa liberté en m'envoyant des preuves, mais elle me donnait quelque chose de plus précieux. Le contrôle. Le lendemain matin, Patricia et moi parlâmes au téléphone. Sa voix était vive, énergisée. Nos avocats sont prêts. Les experts comptables judiciaires tournent maintenant. Nous avons besoin qu'ils bougent. Ils sont prudents, dis-je. S'ils pensent que nous sommes hostiles, ils cacheront ce qu'il reste. Patricia fit une pause. Alors nous leur ferons croire que nous ne sommes pas hostiles. Nous ferons semblant de vouloir la réconciliation. Je clignai des yeux, puis laissai échapper un lent soupir. Jouer les épouses qui pardonnent. Exactement. Nous les attirerons. Nous leur ferons consolider tout pour le déménagement à Miami, puis nous frapperons. L'audace de la chose me fit sourire. Ma rage brûlait depuis des semaines, mais maintenant elle avait une stratégie. Ce soir-là, je m'assis en face de Marc à table. Il avait demandé à me rencontrer, la voix calme au téléphone.
Il apporta des fleurs. Des roses cette fois. Toujours le mauvais choix. Il ne se souvenait jamais que je détestais les roses. Tu sembles plus calme, dit-il prudemment. Je levai ma fourchette, faisant tourner des pattes que je ne voulais pas. J'ai pensé à nous. 15 ans, c'est long. Peut-être ne devrions-nous pas tout jeter si vite. Ses yeux brillèrent de soulagement. De faim, de calcul. Tu m'as manqué, Louise. J'ai manqué ce que nous étions. Je forçai un sourire nostalgique. Peut-être une thérapie. Un nouveau départ. Il tendit la main vers la mienne, la serrant comme il l'avait fait quand nous étions jeunes mariés. Oui, une thérapie. Nous pouvons arranger ça. À l'intérieur, je ris. Arranger ça. Il ne savait plus ce que « arranger » signifiait. Quand le dîner fut terminé, je notai la conversation. Marc, réceptif à la réconciliation, prêt à rencontrer un thérapeute, croit que je veux sauver le mariage. J'envoyai un email à Patricia. Il mord à l'hameçon. Préparez le filet. Mais même les filets ont besoin d'appât. L'après-midi suivant, je rencontrai Juliette, Jeanne, dans un café sombre, loin de notre quartier. Elle portait des lunettes de soleil et une casquette de baseball, ses cheveux relevés, mais son rouge à lèvres corail la trahissait. « Tu es audacieuse, dis-je. »« Tu es désespérée, répondit-elle. »« Les gens désespérés ne détiennent pas le levier. » Je posai l'enregistreur sur la table, appuyé sur « Play ». Sa voix emplit l'air. « Combien de temps allons-nous encore devoir nous cacher ?» Son visage se crispa. « Qu'est-ce que tu veux de moi ? » Fais-le parler, dis-je. Enregistre tout. L'argent, les plans pour Miami, les actifs. Je veux sa voix admettant tout. C'est un piège. Pas si tu le fais pour ta propre protection, rétorquai-je. D'ailleurs, il te considère déjà comme sa partenaire. Il ne se retiendra pas. Elle hésita, se mordillant la lèvre. Et qu'est-ce que j'y gagne ? Tu disparais avec l'argent qu'il t'a déjà payé. Je ne remettrai pas ton dossier à la police. C'est l'accord. Sa mâchoire travailla. Puis elle hocha la tête une fois. D'accord. Mais s'il découvre, il ne le fera pas parce qu'il sous-estime les femmes. Nous deux. Nous nous séparâmes sans nous serrer la main. Ce soir-là, Marc m'envoya un SMS. Dîner vendredi, terrain neutre. Parlons d'aller de l'avant. Terrain neutre. Un restaurant. Sûr pour lui, pensait-il. Je répondis, oui, le Laurier Rose. Le même endroit où son relevé de carte de crédit l'avait trahi avec Juliette. Sa réponse arriva instantanément. Parfait. Je posai le téléphone, mon reflet dans la fenêtre sombre me fixant. Il pensait qu'il m'entraînait vers la réconciliation. Mais vendredi soir à cette table, je l'entraînerais vers sa propre perte. Le vendredi soir était lourd d'humidité, le genre d'air qui charriait l'odeur de la pluie avant même que l'orage n'éclate. Je me tenais devant le miroir, attachant les boucles d'oreilles en perles que Marc m'avait offertes pour notre 5e anniversaire. L'ironie ne m'échappa pas. La robe noire que j'avais choisie s'accrochait à moi comme une armure, un costume conçu pour ressembler à une capitulation. Au Laurier Rose, il m'attendait déjà. Cheveux fraîchement coupés, costume repassé, une seule rose posée sur la table. Ma fleur la moins préférée, bien sûr. Il sourit quand il me vit, le genre de sourire qu'il réservait aux clients qu'il devait charmer. « Tu es magnifique, dit-il. »« Merci. » Je m'assis, lissant ma robe comme si j'étais nerveuse. En vérité, mon pouls était stable, chaque battement délibéré. Il commanda du Bordeaux sans demander, le cher qu'il gardait toujours pour les occasions spéciales. Le serveur versa, la lumière de la bougie scintillant dans nos verres. Pour tout étranger, nous aurions ressemblé à un couple ravivant quelque chose de fragile mais réel. J'ai pensé à nous, commença Marc, faisant tourner le vin. 15 ans. Ce n'est pas quelque chose que l'on jette. J'inclina la tête, l'étudiant. Non, ce n'est pas le cas. Il tendit la main à travers la table, ses doigts effleurant les miens. Je veux arranger ça, Louise. Tu me manques. Les mots auraient pu autrefois me briser. Maintenant, il semblait répéter,
copié d'un scénario qu'il avait utilisé sur Juliette ou Jeanne ou qui qu'elle prétendait être. On peut essayer, dis-je doucement, mais seulement si nous sommes honnêtes. Son sourire vacilla juste un instant. Bien sûr. Le dîner passa en vagues de petites conversations. La santé de sa mère, le nouveau bébé de ma sœur, les commérages du quartier. Il joua le rôle de mari dévoué avec une précision qui m'impressionna presque, mais ses yeux le trahissaient. Chaque fois que je mentionnais quelque chose de proche des affaires, il papillonnait, méfiant. Quand le dessert arriva, une crème brûlée que je n'ai jamais aimée. Je m'excusai pour aller aux toilettes. Dans le calme des murs carrelés, j'envoyai un SMS à Patricia, confirmé. Il court toujours. Miami bientôt. Sa réponse fut rapide, les autorités sont prêtes. Laisse-le bouger. De retour à table, Marc avait commandé du champagne. Il leva son verre, au nouveau départ. Je tinta mon verre contre le sien. Nouveau départ. Je sirotai, puis le reposai. Mes doigts tremblaient, non pas de nervosité, mais du poids de ce que j'étais sur le point de faire. J'ai engagé un détective privé, dis-je soudainement. Son verre se figea en l'air. Ce que je sais sur Dupont Conseil, les comptes cachés, le bureau de Miami. Ma voix était calme, chirurgicale, tout cela. Il pâlit. Louise. C'est illégal. Oui. Je me penchai en avant, baissant la voix. Fraude électronique, évasion fiscale, dissimulation d'actifs. Je me demande ce que le fisc en pensera. Tu bluffes. Sa voix était tendue, mais la sueur brillait à sa tempe. Je sortis mon téléphone de ma pochette, appuyai sur un enregistrement et le posai sur la table. Sa voix se répandit dans l'air éclairé par la bougie. Elle est trop confiante pour jamais s'en rendre compte. Quand elle le fera, je serai à Miami avec tout. Sa bouche s'ouvrit, se referma. Ça s'était privé. Elle m'a enregistré. Juliette, l'interrompis-je. Ou devrais-je dire Jeanne? Savais-tu qu'elle a un mari? Thomas, ils gèrent des arnaques ensemble. Elle t'a utilisé, Marc, tout comme tu m'as utilisé. Pour une fois, il était sans voix. Le serveur arriva avec l'addition et je lui souris. Merci. Nous prenons ça. Quand il partit, je me penchai plus près, mes mots tranchants. Il y a 3 ans, quand tu as ouvert ce bureau, tu aurais pu me dire la vérité. Il y a 2 ans, quand tu as caché les comptes, tu aurais pu avouer. Il y a 8 mois, quand tu lui as donné une clé de notre maison, tu aurais pu me faire face, mais tu ne l'as pas fait. Et maintenant, il est trop tard. Ses mains tremblaient alors qu'il agrippait le bord de la table. Qu'est-ce que tu veux, Louise? L'argent, l'appartement? Dis-le. Je le fixai du regard, ferme et froide. Je veux la vérité. Est-ce que quelque chose était réel? Notre mariage? Notre vie? Ou n'étais-je qu'un accessoire dans l'histoire que tu te racontais? Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis finalement son masque tomba. Ses yeux se durcirent. Tu étais sûr, prévisible. Tu me faisais paraître prospère. Mais tu n'as jamais été assez, pas assez excitante, pas assez ambitieuse, juste pas assez. Les mots me coupèrent profondément, mais au lieu de saigner, je ressentis un soulagement. Il avait dit la vérité que j'avais toujours redoutée. Et la vérité me libéra. Merci, murmurai-je. Je me levai, ramassant ma pochette. Pour enfin être honnête. Où vas-tu? Demanda-t-il, sa voix montant. À la maison. Ma maison. Je me penchai assez près pour qu'il voie l'acier dans mes yeux. Tu devrais probablement prendre un vol tôt pour Miami, parce que demain soir, la police judiciaire t'attendra à l'aéroport. Son visage se vida de ses couleurs. Je déposai de l'argent pour ma moitié du repas sur la table. Je ne veux rien te devoir, pas même le dîner. Alors que je sortais, sa voix me suivit. Louise, tu ne peux pas faire ça. Tu ne comprends pas. Je me retournai une fois juste avant la porte. Je comprends parfaitement. Je termine cette histoire à mes conditions, pas aux tiennes. Dehors, l'orage avait enfin éclaté. La pluie fouettait le pavé, trempant ma robe en quelques secondes. Mais je ne courus pas. Je me tins sous l'auvent,
laissant les gouttes froides piquer ma peau comme un baptême. Je sortis mon téléphone, composai le numéro de Patricia. Quand elle répondit, je parlais par-dessus le rugissement du tonnerre. C'est fait. Il va s'enfuir. Bien, dit-elle, sa voix tranchante de satisfaction. Richard est déjà en garde à vue. Ton mari est le prochain. La foudre déchira le ciel. Je fermai les yeux, respirant l'orage. Marc pensait qu'il m'avait relégué à une note de bas de page. Au lieu de cela, j'étais la fin qu'il n'avait jamais vue venir. Le journal du matin atterrit sur mon paillasson avec un bruit sourd et creux. En première page, la photographie de Marc me fixait, les yeux écarquillés, la mâchoire tendue, capturé alors que des agents fédéraux l'emmenaient menotter. À ses côtés, Richard Mercier, également pâle, également défait. Le titre hurlait de fraude, de complot, 2 millions siphonnés. Je portai le journal à l'intérieur et le posai sur la table de la cuisine. Un instant, je restai là à fixer l'encre jusqu'à ce qu'elle se brouille. Mon mari, autrefois l'homme qui m'avait fait rire à Santorin, était maintenant un criminel imprimé. À midi, mon téléphone vibra sans relâche. Des SMS de voisins, des emails de collègues, même un message vocal de la mère de Marc. Sa voix était brisée par l'incrédulité. Je les ignorais tous. Le seul appel que je pris fut celui de maître Marguerite, mon avocate. C'est fini, dit-elle sèchement. Les comptes sont gelés. Avec les accusations, Marc n'a plus aucun levier. Le divorce sera rapide. Vous obtiendrez l'appartement, votre part de tout, et une compensation. Je ne veux pas de compensation, dis-je calmement. Je veux juste que ce soit fait. Il y eut une pause. Vous y avez droit, Louise. J'ai droit à ma vie de retour, corrigai-je. Cette nuit-là, j'ouvris l'armoire à pharmacie et pris le flacon de parfum, le catalyseur. Il ne restait que quelques gouttes, s'accrochant au verre comme des souvenirs tenaces. Je pensais à le jeter. Au lieu de cela, je le posai en hauteur sur l'étagère, hors de portée, une relique. Non pas de lui, non pas de nous, mais de la leçon que j'avais apprise. Faites attention aux petites choses. Le lendemain, Patricia appela. Sa voix était calme, presque triomphante. Richard chante pour se sauver. Chaque affaire, chaque compte caché, tout va sortir. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait, répétai-je, surprise de la gratitude que je ressentais envers cette femme que je connaissais à peine. La trahison nous avait présentés. La justice nous avait liés. Plus tard, je m'assis à ma coiffeuse, un nouveau flacon de parfum devant moi. Jasmin et santal, rien à voir avec le Chanel numéro 5. Je le vaporisai sur mon poignet, inhalai profondément. L'odeur était étrangère, inconnue, mais elle m'appartenait à moi seul. La sonnette retentit. Madame Dubois se tenait là, plat de gratin à la main, ses yeux doux de sympathie. Je pensais que vous n'auriez pas envie de cuisiner. Je la fis entrer, lui servis du thé. Elle bavarda sur le quartier, sur l'arthrite de Monsieur Moustache. Pour une fois, cela ne me dérangea pas. L'ordinaire semblait être un salut. Quand elle partit, je me servis un verre de vin et m'assis devant mon ordinateur portable, les doigts planant sur les touches. Je commençai à écrire. L'histoire d'une femme dont le parfum continuait de disparaître. L'histoire de petits détails qui révélaient des vérités dévastatrices. L'histoire de la façon dont la destruction devint la porte de la Renaissance. J'écrivis sur Marc et Juliette, sur les rives du fleuve et du pont Conseil, sur une trahison si aiguë qu'elle transperça des années d'illusions. Mais surtout, j'écrivis sur le flacon, le fragile récipient en verre qui avait exposé un océan de mensonges. Des heures passèrent. Quand je levai enfin les yeux, la ville dormait. L'appartement était calme. Le mien, uniquement. Je me tins devant le miroir, levai mon verre et murmurai à la femme qui s'y reflétait, ce parfum est le mien seul. Elle sourit, fatiguée, mais résolue, meurtrie, mais intacte. Pour la première fois depuis des mois, je la crus. Et bien que le flacon de parfum soit presque vide, je n'en avais plus besoin parce que j'avais appris la vérité. Parfois, les plus petites choses révèlent les plus grandes trahisons. Et parfois, ce que vous perdez vous montre ce que vous êtes censé trouver.